Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos dits dans cette vidéo n'engagent que moi. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus précis et totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dédiée aux compagnies républicaines de sécurité, les fameuses CRS. Alors cette vidéo elle fait suite à un sondage que j'avais mis dans ma story sur Instagram, où j'avais proposé de choisir entre 4 sujets pour une prochaine vidéo, et donc le sujet qui a été le plus voté, c'est les CRS. Ça tombe bien parce qu'en ce moment avec toutes les manifestations, et notamment sur ces dernières années, les manifestations pour les gilets jaunes, la contestation sur la sécurité globale, et là plus récemment pour la réforme des retraites, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les CRS c'est uniquement du maintien de l'ordre, alors qu'en fait non, ils ont beaucoup d'autres missions, et donc on va les expliquer dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui risque de durer assez longtemps, au moins une demi-heure je pense. Je pourrais pas rentrer dans le détail à fond pour tout, pour toutes les spécialisations, pour toutes les compagnies, voilà. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer les missions des CRS, la formation, la rémunération, comment on fait pour devenir CRS, les qualités requises, les différentes compagnies, les différentes spécialisations. On va quand même essayer de rentrer dans le détail, tout en restant quand même sur les généralités, parce que je peux pas bien sûr détailler tout à fond, sinon la vidéo ferait 3 heures, vous vous en doutez bien. Donc on est parti pour cette vidéo. Déjà premièrement, on va faire un point global sur ce que sont les compagnies républicaines de sécurité, qu'on désigne principalement par l'acronyme CRS. Donc leur devise c'est servir, l'emblème que vous voyez à l'écran c'est le flambeau qui guide l'action des CRS et qui représente le comportement exemplaire et l'éthique professionnelle. Les lauriers qui entourent le flambeau symbolisent la force, l'ardeur et le courage des CRS. La création des CRS c'est 1944 par un décret, donc un décret qui est paru le 8 décembre 1944 et ce décret qui a été ordonné par le général de Gaulle. Les CRS elles succèdent aux groupes mobiles de réserve qui ont été créés en 1941 par le gouvernement de Vichy. Les missions des CRS, ce sont donc le maintien et le rétablissement de l'ordre, la sécurité publique et générale, le renfort opérationnel, la sécurité routière, le secours en montagne et la sécurité des plages. Alors le siège des compagnies républicaines de sécurité c'est à Paris, au 7-9 rue Cambacérès. Alors les effectifs, donc on a environ 11 000 agents, ça ce sont des chiffres de 2021. Actuellement, la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est dirigée par Madame Pascale Renaud-Dubois, donc depuis 2020. Et donc la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, elle est affiliée à la direction générale de la police nationale, c'est l'une de ces directions centrales. Maintenant, on va faire un point sur l'organisation. Donc on a une direction centrale qui est basée à Paris. En dessous de cette direction centrale, on a 7 directions zonales, donc il y en a une par zone de défense et de sécurité. Chaque direction zonale est installée au siège de la zone de défense et de sécurité de chaque zone de défense et de sécurité. En dessous de ça, on a 60 compagnies de service général, dites compagnies maintien de l'ordre. On a également une compagnie qui est dédiée au SPHP, au service de protection des hautes personnalités, qui est la CRS 1. Et dans cette CRS 1, on a également la musique de la police nationale, qui est une des formations annexes de la CRS 1. On a également 9 compagnies autoroutières et 6 unités mobiles zonales qui sont donc désignées par l'acronyme UMZ. Et enfin, on a également les CRS de haute montagne, donc la CRS Alpes et la CRS Pyrénées et leurs différentes sections. Donc il faut savoir que l'organisation des compagnies républicaines et de sécurité, elle a été précisée par le décret du 3 octobre 2003. Donc en fait, la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, elle est dirigée par un directeur central, enfin pour le coup c'est une directrice actuellement, et elle comprend 3 structures différentes. Donc on a un échelon central qui est composé d'un état-major et de 4 sous-directions, dont l'une ayant des missions d'inspection. Il y a également un échelon zonal composé de 7 directions zonales, comme on l'a dit, qui sont donc basées au siège de chaque zone de défense et de sécurité. Et on a donc un échelon territorial composé donc des compagnies de CRS avec donc 60 compagnies de service général, une compagnie dédiée au voyage officiel au service de protection des hautes personnalités, donc la CRS 1, 9 compagnies autoroutières, 6 unités motocyclistes, et 2 compagnies de montagne, et également la musique de la police nationale. Alors l'échelon central de la DCCRS, il est composé d'un état-major, qui était appelé il y a quelques années le bureau de la coordination et des services. Il y a également une sous-direction des opérations, une sous-direction des ressources humaines, une sous-direction du soutien opérationnel, et une sous-direction de l'inspection et de la réglementation.
En dessous de l'échelon central, on a l'échelon national. Donc la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, elle dispose de ses propres moyens de formation pour former les fonctionnaires aux techniques de maintien de l'ordre ou pour les spécialiser dans le sauvetage en mer ou en montagne. Donc on a 4 centres de formation de compagnies républicaines de sécurité pour le maintien de l'ordre qui sont basés à Dijon, Rennes, Sainte-Foy-les-Lyons et Toulouse. On a également le Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski qui est désigné par l'acronyme CNEAS, qui est basé à Chamonix et qui sert donc à former les CRS en haute montagne, mais ça j'en parlerai plus tard. On a également le pôle d'excellence maritime, le PEM, qui est situé à Lenon, et c'est le centre de formation des CRS nageurs sauveteurs. En dessous de ça, on a l'échelon territorial, donc sur tout le territoire français, on a 7 directions zonales, comme on l'a dit, une par zone de défense et de sécurité. Alors les missions principales qui sont assurées par les CRS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais un peu plus en détail, donc c'est assurer le maintien de l'ordre public et son rétablissement si nécessaire, assurer les missions propres de surveillance et de protection des personnes et des biens, concourir avec les effectifs de la Direction centrale de sécurité publique à la lutte contre les violences urbaines, participer à la lutte contre le terrorisme et intervenir sur des actions de tuerie de masse et autres actes terroristes, porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave, également la sécurité routière et la surveillance des autoroutes, le sauvetage en haute montagne en alternance avec la gendarmerie nationale, c'est une semaine sur 2, et ça toute l'année. Et autres missions et activités qui sont exercées par les CRS, c'est également la surveillance des plages en période estivale par les nageurs sauveteurs, qui sont donc des CRS issus des compagnies de service général qui vont être formés donc à être nageurs sauveteurs, comme on l'a dit avant, au sein du pôle d'excellence maritime. Et on a également l'organisation d'actions à destination de la jeunesse, comme tout ce qui est éducation à la sécurité routière, et puis également tout ce qui est prévention de la délinquance, avec notamment des centres de loisirs jeunes qui sont créés en période estivale. Et il y a également la musique de la police nationale, et il y a aussi un musée des CRS, mais tout ça, toutes les missions et également le musée des CRS, je reviens dessus un petit peu plus tard. Là, on va d'abord parler de ce que vous attendez tous, les compagnies de service général, qu'on appelle généralement compagnies maintien de l'ordre. Donc il y en a 60 en France. Leurs homologues en gendarmerie, ce sont les gendarmes mobiles. Alors la principale différence avec les gendarmes mobiles, c'est que les CRS sont des fonctionnaires civils et les gendarmes mobiles sont des militaires. D'ailleurs, il faut savoir que les CRS s'occupent du maintien de l'ordre en France sur tout le territoire de la métropole avec les gendarmes mobiles, mais par contre pour tout ce qui est outre-mer c'est uniquement les gendarmes mobiles, les CRS ne vont pas en outre-mer. Tout ce qui est maintien de l'ordre, violence urbaine, donc c'est assuré par les gendarmes mobiles. A savoir que les CRS de compagnie de service général et les gendarmes mobiles, ils sont désignés par l'appellation commune unité de force mobile. Alors quelques exemples de compagnies de service général sur le territoire, vous avez par exemple la CRS 32 qui est basée à Sainte-Adresse dans le 76 en Seine-Maritime, et vous avez la CRS 33 qui est basée à Reims. Une compagnie de service général comprend une section de commandement et des services, donc c'est une section qui va être chargée des tâches administratives et logistiques. Après on a 4 sections de service général qui sont destinées donc aux missions opérationnelles, avec donc 2 sections d'appui et de manœuvre qui sont désignées SAM, et 2 sections de protection et d'intervention qu'on appelle SPI, SPI. L'une des 2 SPI est appelée SPI 4G pour 4ème génération, et cette SPI 4G elle est équipée d'armement et de matériel de protection plus sophistiqué qui lui permet d'intervenir en priorité en cas d'événements exceptionnels, notamment par exemple dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais j'en reviens en détail un petit peu plus tard sur la SPI 4G. Il faut savoir que chaque compagnie est sécable et peut former 2 demi-unités comprenant chacune un échelon de commandement et de soutien, une SAM et une SPI. L'effectif de chaque section c'est environ 15 agents, et la section de commandement et de soutien, ça comprend entre 15 et 20 agents. Les sections SAM et SPI sont composées de 3 groupes tactiques, A, B et C, et donc le dernier, ce C, ça constitue le groupe de commandement de la section. Et d'ailleurs, on peut retrouver ces lettres et chiffres dans le dos sur les uniformes des CRS. Par exemple, vous pouvez voir un CRS avec marqué 1C dans son dos, ça veut dire qu'il fait partie du groupe de commandement de la première section de sa compagnie. Maintenant, on va faire un petit point sur les sections de protection et d'intervention de 4ème génération, les fameuses SPI 4G. Alors comme vous le voyez à l'écran, ces SPI 4G, elles ont un logo. Et donc les sections de protection et d'intervention de 4ème génération, ce sont des équipes d'intervention qui sont présentes dans chaque compagnie de CRS, qui sont spécialisées dans l'antiterrorisme. Donc la SPI 4G de chaque compagnie, elle est composée de 25 gardiens de la paix et gradés, et elle est placée sous le commandement d'un officier ou d'un major. Elle peut être déployée dès lors que les forces de l'ordre sont face à une situation de crise avec par exemple un risque terroriste. Elle a notamment pour mission, avec l'appui des autres sections de CRS, d'aller au contact du terroriste, de le fixer, de l'interpeller, voire de le neutraliser. Après attention, ces unités-là ne sont pas formées spécifiquement à intervenir sur un terroriste pour le neutraliser, etc. Ça c'est vraiment dans les cas les plus graves. Ça c'est plutôt des missions qui sont réservées aux raids,
à la BRI notamment. Mais voilà, elles font partie de la coordination antiterroriste. Et c'est ce qu'on appelle des unités TDM2, donc des unités de tuerie de masse de niveau 2, sachant que par exemple une police secours c'est niveau 1, et une BAC, une CRS PKG c'est niveau 2, et le RAID et la BRI par exemple c'est niveau 3. Donc par exemple une police secours qui intervient sur un acte terroriste, son rôle ça va être tout simplement de faire un périmètre autour pour empêcher qu'il y ait des gens qui rentrent, pour faire évacuer les gens à l'intérieur, mais ils vont pas aller plus que ça au contact. Une CRS ou une BAC qui est donc TDM niveau 2, donc tuerie de masse niveau 2, elle va aller plus au contact pour essayer d'enfermer en fait les terroristes, de les cloîtrer dans un bâtiment par exemple ou dans une pièce. Et ensuite le niveau 3, donc qui est le RAID, la BRI, ils vont directement au contact du terroriste pour l'interpeller ou le neutraliser. Mais bon, ça je vous parle de ça quand on a le temps, quand c'est pas par exemple si ça se passe par exemple dans une école, qu'il y a une tuerie de masse dans une école en cours, même une police secours qui est niveau 1, s'il faut y aller parce que le mec il est en train de tuer des centaines de personnes, ils vont pas être là juste faire le périmètre autour de l'école puis attendre que ça se passe. Ils vont rentrer bien évidemment. Mais c'est pas leur rôle premier. Le rôle c'est donc que chaque unité qui a un niveau différent en tuerie de masse, que chacun gère son rôle pour en fait faire un périmètre de plus en plus limité pour qu'ensuite les TDM de niveau 3, donc les BRI, le RAID, puissent entrer et neutraliser le terroriste. Ça je vous dis, c'est dans la théorie. Après la pratique, ça peut être parfois différent. Il faut savoir que dans les sections SPIC-4G, vous avez notamment l'infirmier de la compagnie, qui a une qualification SOC2. Et donc, son rôle à cet infirmier, ça va être de prendre en charge les urgences vitales, comme tout ce qui est blessé par balle, qu'il soit civil ou policier, dans un contexte opérationnel, par exemple d'intervention sur une attaque terroriste, et donc de procéder à l'extraction de ces blessés dans l'attente des services médicaux spécialisés. Pour les compagnies de service général des CRS, il y a une unité par direction zonale qui possède également une SMS, ce qu'on appelle une section des moyens spécialisés. Et ces sections des moyens spécialisés, elles mettent en œuvre des équipements spécialisés, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard quand je vous parlerai des équipements et de l'armement. Alors il faut savoir qu'une compagnie de service général de CRS, sans les SMS, elle comprend en moyenne 130 policiers actifs, sans compter les officiers. Je vais vous donner un exemple de composition d'une CRS à 4 sections. Donc vous avez un commandant de police qui va commander donc la CRS. En dessous de lui, vous aurez un capitaine de police, 2 lieutenants de police, maintenant c'est capitaine de police, appellation de lieutenant pendant 4 ans, mais voilà. 1 à 4 majors de police, 10 à 20 brigadiers chefs de police, et 100 à 150 gardiens de la paix. On va faire un petit point sur la CRS 8, donc qui est basée à Pièvre. Elle a été réorganisée en juillet 2021 dans le cadre d'une expérience menée par le ministère de l'Intérieur. Elle est composée de 200 fonctionnaires, et elle est organisée en 3 sections. Cette CRS 8, elle est destinée à être déployée rapidement, dans un rayon de 300 km, en cas de troubles graves à l'ordre public ou de violences urbaines. C'est quelque chose qui est en expérimentation, mais ils veulent peut-être le déployer à d'autres CRS. Il y a d'ailleurs des recrutements et des tests qui sont en cours. Alors, il faut savoir que les policiers qui sont affectés en CRS sont basés dans des casernements, mais contrairement aux gendarmes mobiles, ils ne sont pas logés à titre gracieux. Et ces CRS de maintien de l'ordre, ils vivent en cantonnement lors de leur déplacement. Ça veut dire qu'ils sont logés soit dans une caserne de CRS qui peut les accueillir quand ils sont en déplacement à Paris par exemple, une CRS qui vient de Reims et qui va se déplacer à Paris pour des manifestations, s'il y a une CRS à Paris qui a assez de place pour les accueillir, ils vont dormir à la caserne là, dans une autre caserne de CRS du coup, ou à l'hôtel, ou dans des campings, dans ce genre de choses. Il faut savoir que lors des déplacements, les services opérationnels, logistiques, administratifs de la compagnie, ils sont également déplacés. Ils suivent en fait la compagnie et les agents qui sont destinés au maintien de l'ordre, ce qui assure donc une autonomie complète et une grande réactivité. Il faut savoir que chaque CRS, elle a des employés administratifs et techniques qui vont s'occuper de faire à manger pour les CRS, qui vont s'occuper du matériel, qui vont s'occuper des moyens radio et de communication, qui vont également s'occuper de la réparation des véhicules. Et faut savoir qu'il y a également ces personnels-là qui vont suivre quand une compagnie se déplace. Donc vous avez des cuisiniers, vous avez des mécaniciens, vous avez des personnes qui s'occupent du matériel, qui vont suivre la compagnie pour permettre une autonomie et une réactivité parfaite de la compagnie en toutes circonstances. Alors faut savoir que lors des déplacements, les CRS et également les gendarmes mobiles, ils perçoivent ce qu'on appelle l'indemnité journalière d'absence temporaire, qui est généralement désignée par son acronyme, donc IJAT. Cette IJAT, c'est environ 44 € par jour et c'est défiscalisé. Et pour information, en moyenne, un CRS par an, il fait 180 jours de déplacement. Sur 180 jours de déplacement à l'année, ça fait à peu près 7 900 € en plus par an, défiscalisé. Donc ce qui est pas trop mal. Et c'est notamment ça un des avantages de la CRS, c'est le fait qu'on peut mettre pas mal d'argent de côté. Mais il n'y a pas que des avantages, on y reviendra un petit peu plus tard. A savoir que donc c'est 180 jours de déplacement en moyenne à l'année sur à peu près 200 jours de travail. Le reste des jours, ça va être de la formation, de la garde à la caserne, parce qu'il faut aussi garder la caserne parfois. Il y a un poste de garde dans chaque caserne, donc chacun son tour. Les policiers des CRS, maintien de l'ordre, ils doivent se cantonner à cette tâche. Il
Faut également savoir qu'en CRS, au-delà des 8 heures de service journalier, chaque heure supplémentaire elle est payée. Et c'est environ 12,20 € par heure supplémentaire. Alors bon, ça dépend du grade, le montant. Mais voilà, en moyenne c'est 12,20 €, donc qu'elle est payée quand on est gardien de la paix, 7 heures supplémentaires. Et les CRS maintien de l'ordre, c'est le seul service de la police nationale où les heures sup sont payées. Même si maintenant ils lancent des campagnes pour payer les heures sup tous les ans, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ont beaucoup d'heures sup de côté, et donc ils essaient d'en payer une partie. Mais voilà, les CRS, jusqu'alors, jusqu'à ces campagnes récentes pour payer les heures sup, c'est le seul service où c'est payé automatiquement. Donc ils mettent pas leurs heures de côté, c'est tout le temps automatiquement payé. C'est-à-dire que par exemple un CRS qui fait une manifestation sur 3 jours, et sur 3 jours il va marquer 10 heures d'heures sup, parce qu'il n'aura pas fait 8 heures de travail par jour, mais il aura fait 12 heures par jour, je dis n'importe quoi. Du coup ça fait 12 heures sur 3 jours, et il va être payé 12 heures en plus à 12,20 € de l'heure, donc c'est plutôt pas mal. Donc, comme on l'a dit, les principales missions des compagnies maintien de l'ordre sont donc des missions de maintien de l'ordre et de lutte contre les violences urbaines, mais également des missions de protection des personnes et des bâtiments. Ils ont beaucoup de missions comme ça, où ils vont tout simplement faire de la surveillance statique, de la garde statique, pour les lieux de culte par exemple, ou également lors de cérémonies ou de festivités comme des carnavals, ce genre de choses. Des rassemblements divers et variés, des foires, le marché de Noël également. Et ils peuvent également surveiller des bâtiments gouvernementaux, comme par exemple le ministère de l'Intérieur, l'Elysée, des préfectures, voilà, quand il y a un risque d'attaque, tout simplement. Et ils peuvent également aller en renfort donc, des différentes directions départementales de sécurité publique pour faire de la sécurité publique simple, de la patrouille, renforcer les unités de police secours. Voilà, bon alors leur mission ça va pas être d'intervenir sur les missions de police secours, mais plutôt d'assurer la protection des agents qui interviennent sur les missions de police secours, notamment quand c'est dans des cités ou dans des quartiers où ça craint un petit peu, où la situation est assez tendue, voilà. Et ils peuvent également être déployés en cas de violence urbaine grave, notamment dans des quartiers ou dans des villes sensibles, voilà, quand il y a des violences urbaines graves et des troubles graves à l'ordre public. Et comme je l'ai dit, le reste du temps, ils font de la surveillance, garde à la caserne, voilà. Ils font également de la formation, ils peuvent être formés à différentes spécialisations, et être formés à du recyclage pour le maintien de l'ordre. C'est toute l'année que les CRS ils font de la formation au maintien de l'ordre et qui font donc des exercices de maintien de l'ordre, mais également pour se spécialiser dans différents domaines, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis après le reste du temps où ils travaillent pas, ils sont en repos, ce qu'on appelle dans le jargon CRS la neutralisation. Voilà, quand on est en neutralisation, c'est qu'on est en repos. Il faut savoir que généralement ils font des déplacements par exemple sur 2-3 semaines, et ensuite ils vont avoir une semaine de suite de repos, voire des fois 10 jours de suite de repos. Ça c'est en fonction des déplacements, c'est calculé avec un calcul bien spécifique au CRS. Mais bon voilà, quand ils sont en déplacement, ils sont cotés au travail tout le temps. Alors ils peuvent avoir des jours de repos pendant leur déplacement, mais si par exemple sur 2 semaines ils font que de la manifestation, ils n'ont pas du tout de jour de repos. Donc en revenant ils peuvent avoir par exemple une semaine voire 10 jours de suite de congé, donc ce qui est plutôt avantageux. Mais bon, faut bien savoir que généralement pendant 2-3 semaines dans le mois vous n'êtes pas chez vous quoi. On va maintenant parler de l'équipement et du matériel des CRS. Donc vous avez tout ce qui est équipement de protection individuelle, avec notamment les casques de maintien de l'ordre, le gilet pare-balles individuel, les protections pour les bras et les jambes, donc les genouillères, les jambières, les protections pour les bras et les épaules, ce qu'on appelle généralement la tenue Robocop dans le jargon, qui permet de protéger contre les coups et contre les pavés et différents projectiles qui peuvent être envoyés sur les CRS. On a également les bâtons de défense, avec notamment le bâton télescopique de défense et le tonfa, et l'aérosol de défense, généralement il y en a un par CRS. Ensuite on a tout ce qui est armement, donc on a l'armement individuel avec le Six Sauer, qui est le pistolet en dotation individuelle pour chaque fonctionnaire de la police nationale, et vous avez également tout ce qui est armement collectif, comme par exemple le fusil d'assaut HK-G36 et le pistolet mitrailleur HK-UMP9. Même si généralement en CRS c'est plutôt le HK-G36, j'ai rarement vu des UMP9, ça peut arriver, mais les CRS sont quasiment tous habilités et formés à avoir le fusil d'assaut HK-G36. Quand les CRS vont être équipés d'un HK-G36, ça va être tout simplement pour assurer la protection soit des manifestants ou des gens lors de cérémonies, de rassemblements, de marchés de Noël, pour tout ce qui est terrorisme en fait. Ils vont pas s'en servir contre les manifestants, bien entendu. Et justement, maintenant on va parler de l'armement et de l'équipement pour le maintien de l'ordre. Donc on a tout ce qui est bouclier anti-émeute en plexiglas, on a tout ce qui est grenades à main, donc les grenades à main lacrymogènes, de désencerclement, et notamment les grenades GLI, sont des grenades lacrymogènes instantanées, les GLI, les GLI, sont des grenades qui vont diffuser du gaz lacrymogène et qui ont un effet de souffle. Donc elles vont être utilisées vraiment dans le cadre de violences urbaines très importantes ou de troubles très graves au maintien de l'ordre, notamment quand vous avez des casseurs, des black blocs qui s'en prennent très violemment aux forces de l'ordre ou à des commerces. Vous avez tout ce qui est lanceur de grenades avec notamment le fameux Cougar, et vous avez également les LBD, lanceurs de balles de défense, avec le fameux LBD 40. Les flashballs on en voit de moins en moins, maintenant c'est quasiment que le LBD qui a remplacé le flashball.
Alors comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, la CRS ça permet de nombreuses formations pour pouvoir se spécialiser. Vous pouvez notamment vous former pour devenir tireur de haute précision, alors notamment si vous êtes dans la CRS 1, donc la CRS qui va s'occuper de la protection des hautes personnalités. Vous pouvez également faire une formation pour devenir médic, donc c'est pas pour devenir médecin. Vous allez être formé spécifiquement à intervenir sur les blessures que pourraient avoir des manifestants ou des CRS. Après bien sûr c'est des médecins qui vont prendre le relais ou des pompiers, voilà. Mais voilà, vous pouvez avoir une formation spécifique pour tout ce qui est soins, voilà. Soins notamment lors de maintien de l'ordre. Vous pouvez également avoir des formations pour devenir formateur de maintien de l'ordre ou FTSI, formateur aux techniques de sécurité en intervention, pour tout ce qui est maniement des bâtons de défense, utilisation des grenades, et puis bien évidemment tout ce qui est usage de l'arme, formation au tir, voilà. Et il y a pas mal d'autres formations en CRS, et c'est un des avantages de ces compagnies de maintien de l'ordre des CRS. Il faut savoir qu'en été, les CRS ils assurent la sécurisation des plages et le secours en mer. Les CRS assistent également parfois la police aux frontières pour contrôler la circulation des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, en réalisant notamment des contrôles d'identité. Et comme je l'ai dit, il faut savoir que les CRS sont formés spécifiquement au maintien de l'ordre. Une fois que vous choisissez les CRS, que ce soit après l'école de police ou plus tard lors d'un appel à candidature et que vous arrivez à intégrer les CRS suite à un appel à candidature, qui sont diffusés directement dans les services, vous avez une formation spécifique au maintien de l'ordre. Les nouveaux CRS sont formés spécifiquement au maintien de l'ordre dès leur arrivée en compagnie républicaine de sécurité maintien de l'ordre. Et vous avez également des formations et des entraînements tout au long de l'année qui sont proposés, et des entraînements au maintien de l'ordre qui sont donc obligatoires, il y en a très souvent. Alors, je ne peux pas vous dire à quelle fréquence exactement, c'est un par mois, un tous les 2 mois, 2 par an, mais il y en a souvent, et ils sont formés très souvent à utiliser tout le matériel. Parce que bon, le maintien de l'ordre c'est quand même bien particulier, c'est très encadré, donc il faut vraiment être bien formé et il faut avoir vraiment des compétences bien particulières pour utiliser ces équipements. Mais ça on va y revenir un petit peu plus tard, notamment sur les qualités requises pour devenir CRS. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les CRS sont également formés à intervenir en cas d'attaque terroriste, notamment les fameuses PKG. Ils ont donc le TDM2, donc le niveau 2 en tuerie de masse. Maintenant on va parler un petit peu des véhicules qu'on peut retrouver dans les compagnies républicaines de sécurité. On a des véhicules spéciaux qui sont mis en place par les SMS, donc par les sections des moyens spécialisés, notamment tout ce qui est engins lanceurs d'eau, mais également les camions cuisine, les camions 4x4, les camions avec obstacles de rue. Et après, vous retrouvez d'autres véhicules qui sont vraiment spécifiques au CRS et utilisés par l'ensemble des compagnies, même celles qui n'ont pas de SMS. Donc vous avez tout ce qui est fourgon et car CRS, les véhicules ateliers, les véhicules de commandement, et les véhicules avec remorque porte-bateau, notamment pour assurer les missions de secours et de surveillance lors des périodes estivales sur les plages. Là, on a fait donc un gros point sur tout ce qui est CRS maintien de l'ordre. On va maintenant parler des autres CRS, parce qu'il y a d'autres compagnies en CRS, comme je l'ai dit plus tôt. Il n'y a pas que les CRS maintien de l'ordre. Vous avez également donc les CRS autoroutières. Donc il y en a 9 en France. Et donc ces CRS autoroutières, elles ont des missions de sécurité routière. Donc elles vont faire des contrôles vitesse, des contrôles routiers. Elles vont intervenir également sur les accidents sur l'autoroute, mais également les pannes. Et elles vont également lutter contre les vols sur les aires de repos, par exemple, les vols de fret sur les camions, ou même les vols divers et variés entre différentes personnes sur les aires de repos. Ça peut arriver, même des fois des braquages dans les stations-service, bon ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc ils vont s'occuper de tout ça. Et donc ces CRS autoroutières sont équipés de fourgons d'intervention avec flèches et tampons. Les flèches, c'est la grosse flèche qu'on peut déployer, permet tout simplement de signaler quand il y a un accident ou un véhicule en panne. Et les tampons à l'avant qui servent notamment à pousser les véhicules en cas d'accident pour libérer une portion de la route, voilà, pour libérer le passage. Il faut savoir que les policiers affectés en CRS autoroutière, ils ont des chasubles jaunes qui mettent tout le temps pour les interventions parce que l'autoroute c'est quand même un milieu dangereux. Et on reconnaît notamment leur véhicule parce qu'il y a une bande jaune tout le long du véhicule pour signaler qu'en fait c'est un véhicule qui intervient sur les voies rapides. Voilà. Et en plus de ça, rattaché à ces CRS autoroutières, vous avez les unités motocyclistes zonales, alors qui ne vont pas s'occuper que de l'autoroute, qui peuvent également aller en renfort sur des circonscriptions de sécurité publique pour faire du contrôle routier. Et ces unités motocyclistes zonales, qu'on désigne généralement par l'acronyme UMZ, vous en avez une par région zonale, elle couvre donc les différentes régions métropolitaines. Il y en a 6, ils sont implantés dans les casernements de certaines compagnies de CRS. Donc il y en a une à Lambersart, une à Rennes, une à Sénon, une à Marseille, une à Lyon et une à Châtel-Saint-Germain. Le rôle ça va être le contrôle routier, mais également parfois des escortes, et également tout ce qui est sécurisation d'événements, sécurité routière en général, et renfort sur différentes circonscriptions pour tout ce qui est sécurité routière. Voilà, ça va être quasiment en fait que du routier, du contrôle routier et de la sécurité routière. On a également la CRS 1,
Donc cette CRS1 elle est bien particulière, elle travaille beaucoup avec le SDLP, le service de la protection, et donc cette CRS1 elle est désignée par l'acronyme SPHP, service de protection des hautes personnalités, et donc son rôle ça va être de protéger les hautes personnalités en assistance du SDLP, du service de la protection. Vous avez également au sein de cette CRS1 des agents qui sont THP, tireurs de haute précision. Que dire sur cette CRS1, mis à part que vraiment elle assure la protection de haute personnalité, notamment pour les escortes et les missions de protection générale. Par exemple, si un avion atterrit, c'est pas forcément eux qui vont être au plus proche de l'avion et de la personnalité, mais qui vont donc entourer tout le tarmac, qui vont s'occuper de la sécurisation sur les toits, avec notamment les fameux tireurs de haute précision. Donc ils vont s'occuper de tout ça, et notamment de l'escorte du convoi, avec notamment des policiers en moto et dans des voitures qui vont s'occuper d'encadrer le cortège. Il faut savoir qu'au sein de la CRS1, vous avez un musée des CRS. Cette CRS1 elle est basée à Vélizy-Villacoublay dans le 78 dans les Yvelines, et vous avez également la CRS 61 qui est basée au même endroit. La CRS 61 qui n'a pas du tout la même fonction, qui est une unité, une CRS maintien de l'ordre classique en fait. Et en plus donc des CRS maintien de l'ordre, des CRS autoroutières et de la CRS 1 qui s'occupe de la protection des hautes personnalités, vous avez les CRS de montagne, donc les unités de montagne qui ont été créées en 1948. Elles sont spécialisées dans le secours en montagne. Vous avez deux compagnies de ce type qui couvrent les deux grands massifs métropolitains. Donc vous avez la CRS Alpes qui est située à Grenoble, donc une section à Grenoble et un détachement à Albertville, mais également un détachement à Briançon et un détachement à Nice. Et vous avez en plus de ça la CRS Pyrénées qui est située à Lannemezan et qui dispose d'une section à Lannemezan et d'un détachement à Perpignan. Donc il faut savoir que ces unités elles ont des missions de secours en montagne et que certains des fonctionnaires de ces unités ils ont la qualité d'officiers de police judiciaire afin de mener les enquêtes relatives aux accidents en montagne. Elles interviennent en alternance hebdomadaire avec leurs homologues des PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Il faut savoir que ces unités de haute montagne, elles interviennent parfois en ski, c'est notamment pour ça qu'elles sont formées au CNEAS, le Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski, mais elles interviennent souvent en hélicoptère, avec les fameux hélicoptères EC-145 de la sécurité civile, qui ont pour indicatif Dragon. Les fonctionnaires affectés au CRS montagne, ils portent la coiffe traditionnelle des troupes de montagne, le béret de chasseur alpin. On va faire un petit point sur le CNEAS, le Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski. C'est officiellement la première école au monde spécialisée dans la formation au secours en montagne. Il est situé à Chamonix, il a été créé le 3 janvier 1955. Au départ, il était consacré à la formation des effectifs CRS, dont l'une des missions c'était la surveillance des frontières des massifs montagneux. Et maintenant, il est plutôt consacré à la formation des secouristes montagnards CRS. Et donc, ce Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski, il a différentes missions, comme la sélection et la formation initiale et continue des agents de montagne CRS, qui sont donc formés déjà à être agents de montagne, et ensuite ils ont des recyclages de temps en temps, pour pas perdre leurs compétences tout simplement, parce que ça fait toujours du bien de se recycler, et de refaire des formations et de s'entraîner tout simplement. Ils forment également les maîtres chiens d'avalanche des CRS, mais également les maîtres chiens des pelotons de gendarmerie de haute montagne et ceux de la sécurité civile. Ils forment des services spécialisés de la police nationale à intervenir dans les hauteurs, comme notamment le RAID et la BRI. Ils forment également les médecins des SAMU de montagne et les moniteurs de secourisme. Ils ont également des missions de coopération internationale, pour notamment former les polices d'autres pays et partager leurs compétences avec la police et les policiers d'autres pays. Et ils ont également une mission de soutien à l'activité opérationnelle des unités de montagne CRS en mettant des moyens à leur disposition. Un petit point maintenant sur les effectifs et les mouvements revendicatifs des CRS. Donc il faut savoir que les effectifs cumulés des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, ça représentait en 2015 25 786 fonctionnaires et militaires, soit environ 11% des effectifs globaux de la police nationale et de la gendarmerie. Mais entre 2010 et 2015, ces effectifs ils ont diminué de 7,5%, ça fait à peu près 2000 personnes de moins. Au sein des CRS, le nombre de fonctionnaires employés en 2018, il est réduit à 13 100. Ils sont répartis donc dans 60 compagnies de 60 agents, c'est 13 100 fonctionnaires, auxquels s'ajoutent donc les compagnies spécialisées, donc montagne, autoroutière, unités motocyclistes et services de protection des personnalités. Et donc à cause de ces réductions d'effectifs, on a notamment eu des mouvements revendicatifs et des actions syndicales, puisqu'il faut savoir que les CRS sont des fonctionnaires civils de l'État, ils disposent donc de syndicats, alors ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils ont le droit de manifester, et il arrivait qu'il y ait des mouvements de revendication salariale ou de protestation contre leurs conditions de travail ou d'hébergement, se traduisent par des mises en arrêt maladie massives qui ont parfois affecté des unités entières,
On a des exemples récents, par exemple un mouvement soulevé par le projet de réduction du nombre de compagnies en 2011 qui a été abandonné par le gouvernement, les conditions d'hébergement lors du renforcement de la sécurité à la suite des attentats de 2015. Il y a également eu un gros mouvement de protestation en 2017 contre le changement de statut fiscal de l'IJAT, où il y avait eu un gros mouvement de protestation contre cette réforme qui a donc été abandonnée. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo, comment devenir CRS en compagnie maintien de l'ordre, mais également dans les différentes unités évoquées. Donc pour devenir CRS en compagnie maintien de l'ordre, déjà il faut déjà devenir gardien de la paix ou officier. Dans les compagnies de CRS maintien de l'ordre, vous n'avez pas de commissaire. C'est toujours un commandant qui dirige une compagnie maintien de l'ordre. Des commissaires, vous en avez à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Mais là, leur fonction, ça va vraiment être des fonctions de management et plutôt des fonctions presque administratives, j'ai envie de dire, et vraiment de commandement, de direction des différentes compagnies. Mais ils vont pas être sur le terrain avec les compagnies à faire du maintien de l'ordre. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par les compagnies républicaines de sécurité, spécialisation maintien de l'ordre, vous devez déjà passer le concours de gardien de la paix ou le concours d'officier. À la suite de votre formation en école nationale de police ou en école nationale supérieure de la police pour les officiers, vous pouvez choisir une compagnie républicaine de sécurité, bien évidemment en fonction des postes disponibles, il n'y a pas tout le temps le même nombre de postes disponibles sur chaque promo. Si vous n'avez pas la possibilité de choisir parce que vous n'êtes pas assez bien classé, ou parce qu'il n'y a pas assez de postes disponibles à la fin de votre promotion, vous pouvez toujours plus tard postuler suite à un appel à la candidature qui sont diffusés dans les services. Vous pouvez toujours postuler même 3, 4, 5, 10 ans après l'école de police. Et une fois que vous serez intégré aux compagnies républicaines de sécurité, que vous veniez juste de sortir de l'école de police ou que vous soyez en service depuis 10 ans, vous aurez de toute façon une formation maintien de l'ordre. Pour ce qui est des CRS autoroutières, là pareil, vous pouvez choisir des postes en sortie d'école ou plus tard suite à un appel à la candidature diffusé dans les différents services. Et là vous n'avez pas de formation spécifique et vous pouvez les intégrer sans problème. Généralement ce sont des unités qui sont un petit peu moins demandées, les unités de CRS autoroutières, sachant que évidemment vous n'avez pas de déplacement, d'IJAT ou d'heures supplémentaires payées, c'est des compagnies fixes. Ou comme je vous l'ai expliqué, plutôt la mission des CRS en CRS autoroutière, ça va être de la sécurité routière. Donc voilà, vous n'avez pas de déplacement. Les qualités requises pour devenir CRS dans les compagnies républicaines de sécurité spécialisées dans le maintien de l'ordre, ça va être d'être professionnel, d'être disponible, d'être adaptable et mobile. Voilà, donc ça c'est déjà très important parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il y a beaucoup de déplacements, environ 180 jours par an. Voilà, il faut également du sang-froid et de la patience, on le voit notamment avec les dernières manifestations. Il faut beaucoup de sang-froid et de patience quand vous faites insulter pendant plusieurs heures, que vous prenez des projectiles et que vous ne pouvez pas bouger. Et également être endurant et avoir une bonne condition physique parce que comme je viens de le dire, il y a des fois pendant plusieurs heures, vous êtes là, vous bougez pas, vous portez un bouclier, de l'équipement que vous avez sur vous, en plus de l'arme, du gilet pare-balles, il fait chaud, il fait froid. Et des fois vous restez sur place debout pendant 10 heures, 12 heures. Donc voilà, il faut avoir une bonne condition physique et de l'endurance. Il faut aimer le travail en équipe et la vie en collectivité parce que vous travaillez tout le temps en équipe en CRS. Et la vie en collectivité, en caserne, même si maintenant de plus en plus il y a des chambres individuelles, parfois vous êtes plusieurs en chambre, en caserne. Quand vous êtes en déplacement, vous vivez en collectivité. Donc à l'hôtel, vous pouvez être tout seul dans votre chambre, mais vous pouvez aussi être 4. Et puis vous vivez avec les autres, vous mangez avec les autres, vous dormez avec les autres, vous vivez avec les autres, vous faites du sport avec les autres, donc vous aimer la vie en collectivité. Et il faut également aimer les ordres et la discipline, parce que les CRS c'est réputé pour être l'unité la plus militaire, si j'ose dire, de la police nationale, où les ordres sont les plus stricts, où c'est vraiment assez carré. On respecte les ordres à la lettre, donc voilà. Il y a une des devises qui dit en CRS que réfléchir c'est déjà désobéir. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que les CRS ce sont des débiles qui réfléchissent pas, ça veut juste dire qu'en fait les ordres on les applique à la lettre quoi. Un CRS on lui dit de faire ce qu'il a à faire et puis il le fait quoi. Il est pas là pour contester, ils sont là pour agir en unité. Donc forcément, ce qui est recherché dans les CRS, c'est des gens qui vont obéir et écouter les ordres. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir votre propre avis, tout ça, mais quand vous êtes dans une unité, sur un maintien de l'ordre où il y a 150 bonhommes à diriger, vous vous doutez bien que si chacun donne son avis, ça va pas trop le faire quoi. Il faut écouter les ordres à la lettre et se déplacer en unité et savoir agir en équipe, parce que sinon ça risque de faire capoter tout le dispositif. Donc voilà, il faut aimer les ordres et il faut aimer la discipline. Et comme je vous le disais, une fois que vous êtes affecté en CRS, dans tous les cas, vous avez une formation spécifique au maintien de l'ordre et à l'utilisation des armes et du matériel spécifique au maintien de l'ordre. Et un petit point sur tout ce qui est salaire et évolution de carrière. Donc en début de carrière, un gardien de la paix stagiaire en CRS, il va gagner 2050 € net en province sans les primes. Et en Ile-de-France, c'est environ 2190 € net par mois sans les primes. Et en fin de carrière, donc en ayant augmenté en grade, en arrivant major à l'échelon exceptionnel, vous allez gagner 3500 € net en province, en Ile-de-France c'est environ 3140 € net, sans les primes encore une fois.
Pour ce qui est des officiers, en début de carrière, un capitaine appellation lieutenant, il va gagner environ 2500 € net en Ile-de-France et 2300 € net en province, encore une fois, sans les primes. Et pour ce qui est de la fin de carrière, un commandant divisionnaire, qui va donc généralement commander une compagnie de CRS, il va gagner à peu près 5200 € net en Ile-de-France et 5000 € net en province, encore une fois, sans les primes. Et comme je vous l'ai dit, l'évolution de carrière en CRS, il y a des gens qui font entièrement leur carrière dans les CRS ou qui passent 10, 15, 20 ans en CRS. Non seulement vous pouvez augmenter en grade en passant les différents examens dans votre corps, donc quand vous êtes dans le corps des gardiens de la paix, le corps d'encadrement et d'application, vous pouvez passer l'examen pour ensuite devenir brigadier chef puis ensuite major. Quand vous êtes officier, vous évoluez en grade, vous passez de capitaine, enfin déjà le lieutenant appellation capitaine à capitaine tout seul au bout de 4 ans. Et ensuite pour passer de capitaine à commandant, ça se fait en fonction des années, mais alors c'est soumis à certaines conditions, notamment des conditions parfois de mobilité, et puis également à votre notation, à ce que vous avez accompli dans votre carrière pour pouvoir obtenir le grade de commandant. Donc il y a déjà cette possibilité dans la carrière de CRS de monter en grade, quel que soit votre corps de commandement ou également corps d'encadrement d'application, et en tant que commissaire aussi, mais comme je vous l'ai dit, commissaire, vous n'êtes pas dans une compagnie maintien de l'ordre ou autoroutière, mais vous êtes directement à la direction centrale, voilà, parce qu'il n'y a pas de CRS dans les compagnies maintien de l'ordre, le chef d'une compagnie maintien de l'ordre c'est un commandant à chaque fois, ou commandant divisionnaire. Pour ce qui est de l'évolution de carrière autre que les grades, vous pouvez vous spécialiser dans différents domaines, comme je vous l'ai dit, notamment vous spécialiser, comme je l'ai dit, pour devenir médic sur les manifestations, tireur d'eau de précision, formateur maintien de l'ordre, ce genre de choses. Être celui qui s'occupe de lancer les grenades, donc avec le Cougar. Bon, là, c'est pas forcément une formation spécifique très compliquée, mais il faut quand même avoir l'habilitation pour utiliser le lanceur de grenades et bien évidemment savoir l'utiliser et s'entraîner souvent avec ce lanceur de grenades Cougar ou les autres lanceurs de grenades, ceux de nouvelle génération. Mais vous pouvez également vous spécialiser par la suite pour devenir CRS de haute montagne, pour devenir CRS donc également en CRS autoroutière ou même intégrer la CRS 1. Alors à savoir que pour devenir CRS en montagne, ça se fait pas n'importe comment, c'est pas je sors d'école, je rentre en CRS montagne, il faut déjà quelques années de service et pour postuler, il faut déjà avoir un petit peu d'ancienneté, un petit peu de bouteille, savoir bien skier notamment, bien connaître le milieu. C'est souvent des gens qui viennent justement de la montagne à la base qui sont pris dans ces compagnies-là parce que c'est quand même un travail très particulier. Et puis aimer également le secours à personne parce que c'est quand même très spécifique. Et pour la CRS 1, pareil, vous ne pouvez pas y aller en sortie d'école, il faut quelques années d'ancienneté déjà avant de pouvoir postuler. Et maintenant vous avez également les CRS 8, maintien de l'ordre, dont on a parlé un petit peu avant. Pareil, ça vous ne pouvez pas l'intégrer en sortie d'école, il faut quelques années d'ancienneté. Et puis également passer des tests d'entrée. Alors je ne connais pas exactement les tests pour entrer en tant que CRS montagne ou CRS à la CRS 1 pour la protection de votre personnalité, ni pour la CRS 8. Donc je vais pas vous dire de quoi dans cette vidéo. Puis, de toute façon, je pense que ça fait déjà un petit moment que cette vidéo dure, donc j'ai pas plus que ça rentrer dans le détail. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des tests spécifiques pour intégrer chacune de ces unités. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par la police nationale et que vous voulez devenir CRS, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, obtenir le concours des gardiens de la paix ou d'officier, puis ensuite de postuler pour une CRS, soit grâce au choix de poste en sortie d'école, soit plus tard dans la carrière grâce à un appel d'offres diffusé dans les différents services de la police nationale. Et puis si vous n'êtes pas dans la police nationale et que vous souhaitez pas y aller, ou que vous avez déjà fait votre vie, et que vous exercez un autre métier, et que vous êtes déjà en retraite, mais que vous regardez cette vidéo par curiosité, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura appris des choses. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout et que j'ai rien oublié. S'il y a des choses que j'ai oubliées et que des questions que vous avez spécifiquement, ou s'il y a des collègues qui regardent la vidéo qui disent « Ah ouais mais t'as pas parlé de ça » ou « Tu t'es trompé par rapport à ça », n'hésitez pas, l'erreur est humaine. Et puis j'ai pas la science infuse, je connais pas tout par cœur sur les CRS. Je me suis beaucoup renseigné pour cette vidéo, vous avez d'ailleurs les sources qui sont en description, puisque je ne connais pas tout par cœur. Je ne suis pas moi-même CRS donc je ne connais pas tout. Je connais la CRS dans les grandes lignes, mais pour beaucoup de choses que j'ai cité dans cette vidéo, je me suis renseigné, notamment grâce à Wikipédia, mais également au site officiel de la police nationale, à différents autres sites. Je mets mes sources en description, n'hésitez pas à les regarder. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Allez, bye bye.